demander à Mike s'il va bien. Mike, tu vas bien, tout va bien? Tout va très très bien. Très content d'être là parmi vous. Eh ben, très content de t'avoir. Comment tu as des news un peu de l'intersaison des Raptors? On rappelle que Mike est un petit protégé de l'organisation des Raptors, carrément le meilleur ami de Sakam, on le rappelle aussi. Donc, est-ce que toi, tu as des news sur l'intersaison des Raptors? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que Siakam a mangé un barbecue hier avec toute l'équipe et tout? Dis-nous tout. Siakam était dernièrement en Autriche avec son sponsor Red Bull. Je crois qu'il est passé par la France aussi, mais sinon tout va bien pour les Raptors qui ont un peu passé tous l'été ensemble, puisque les Raptors ont signé Rico Hines et la plupart des Raptors étaient dans son camp d'été. Si vous avez un peu regardé les vidéos, vous avez dû voir qu'il y avait deux équipes Raptors face à vos joueurs préférés habituellement. On a vu face aux Pistons et Enzo n'a pas oublié de nous signaler que les Pistons, même chez Rico Hines, ont battu les Raptors. Donc, on poursuit la série. C'est la tradition, les La Pistons gagnent Comme tradition. les d'habitude. Raptors. C'est comme les impôts, c'est sûr, c'est certain, c'est inévitable. Death and Taxes, ça bouge jamais. On va passer du coup au petit récap de la saison passée des Raptors. On attend que la régie. Attends. Voilà. La régie est en train de détailler le beurre sur mon jambon beurre. Je suis en train de faire le tweet. Laissez-moi attends. tranquille. J'ai hâte de finir. Franchement, en tout cas de mon œil extérieur de fan des Raptors, franchement, saison, je dirais, étonnante des Raptors, mais logique dans le sens où c'est un groupe qui existe depuis déjà des années avec un coach qui a réussi avec eux, qui connaît très bien. Et moi, il y a quelque chose que je remarque un peu chaque année, c'est qu'on voit toujours les Raptors comme une équipe prenable, une équipe qui va sortir de ses rangs chaque année, mais qui est toujours là chaque année et qui pose les mêmes problèmes chaque année. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes un peu saoulé de l'œil que les gens portent sur les Raptors comme une équipe moyenne, on va dire? Et est-ce que vous êtes satisfait de la saison précédente qui vient de s'écouler? On est habitué à cette vision. Tout à fait. Vas-y, Etienne. Merci Stéphane. Il y a un peu de retard, vous allez m'entendre avec quelques secondes d'écart, mais non, mais ça fait, comme tu l'as dit Enzo, ça fait plusieurs années que tous les ans la saison commence, que tous les ans les gens disent oui, Toronto ça joue bien, mais bon, ça sera tranquille en playoff, et on se rend compte que chaque année on est très chiant à jouer. Et Mike le sait très bien, même moi, les Raptors arrivent à me surprendre chaque année, ce qui est assez fou. Mike, Ouais. ton avis toi sur la saison de l'équipe? Malgré tout, on va dire que on s'attend chaque année à ce qu'on soit sous-estimé, mais il faut dire que la saison dernière a dépassé toutes les attentes. Honnêtement, on ne se voyait pas ne pas être en concurrence pour les places en play-in, voire en play-off, mais finir cinquième, je pense qu'on s'y attendait pas forcément. On espérait des progressions comme chaque année. On espère que les Raptors progressent. Il y a un effectif jeune. Et en fait, ça a progressé bien plus vite que ce qu'on attendait. Des progressions au sein de la saison même. On peut penser notamment à Scottie Barnes et surtout à Precious Achiuwa qui est passé d'un non-shooter à quasiment Ray Allen en 3 mois. C'était assez fou sa fin de saison à ce niveau-là. Bon, j'exagère un peu, c'est pas devenu Ray Allen bien sûr, hein. Mais bien sûr une saison qui a dépassé toutes nos attentes et on va en parler après, mais on espère reprendre où les Raptors se sont arrêtés tout simplement. Tu soulignes un peu l'aspect de progression, c'est super parce que je voulais en parler. J'ai l'impression que dans cette équipe, tout le monde a progressé cette année. Évidemment, tu as Siakam qui, pour moi, a vraiment passé un cap cette année, notamment en fin de saison, où clairement il est concurrent All-NBA et je pense qu'il aurait dû être All-NBA pour ma part. À la place de Il LeBron. a été. Il a été, putain. C'est DeMar DeRozan qui se fait voler. C'est lequel qui se... Ou Jimmy Butler, je crois, qui se fait voler. C'est super, je suis un mauvais journaliste alors. Mais du coup, il a été, c'est très mérité de sa part. Van Vliet est resté dans ses rangs alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il, ouais, comme il a plus le baby boom, donc il est plus fort. Mais surtout, moi, ceux qui m'ont surpris, ça va être OG Anunoby. Il y a aussi J. Pritchard, évidemment. Mais surtout pour quelqu'un qui ne suit pas ardument les Raptors, Malachi Flynn m'a agréablement surpris.
Je suis surpris de ce joueur. J'ai beaucoup aimé le regarder. Il n'a pas forcément le côté flashy que les gens aiment chez les basketteurs, mais je le trouve très efficace. Est-ce que toi, Zach, tu as pu un peu voir des matchs des Raptors et notamment des joueurs que je viens de citer? Ouais, je crois qu'il a mis quoi, 72 points en Drew Ah, mais League, c'est incroyable! je crois. On parle Ah, basket. Non, moi ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est l'ajout de Gary Trent. Je pense que ça a été assez sous-coté. D'ailleurs, je pense qu'il aurait dû avoir sa place à la place de Matisse Thybulle dans les All Defensive Team, parce qu'il a fait une saison défensive ultra solide. C'est un des meilleurs intercepteurs, si ce n'est le meilleur intercepteur de la ligue. Je me rappelle plus trop, mais ça se joue à pas grand-chose. Et autour de ça, Scottie Barnes, à la fin de l'année, c'était genre quasi acquis, mais faut pas oublier ce que c'était au début de l'année, hein. Scottie Barnes, on était en train de parler de lui comme un prospect qu'il allait falloir développer, pas capable de shooter un 3 points. C'était un peu une idée que ça allait être un Pascal Siakam bis qui allait avoir besoin de 2-3 ans pour rentrer dans le jeu. Au final, il est capable d'apporter beaucoup de points, des rebonds, beaucoup plus de passes qu'on pouvait s'attendre. Et au niveau du shoot, Mais même tu parles de respect, passe, hein. tu parles de passe, mais là où Scottie Barnes m'a beaucoup étonné c'est dans son playmaking. Clairement, quelqu'un de sa morphologie, de sa taille, on n'attend pas forcément à ce qu'il ait un playmaking comme ça. Et on a vu pas mal de gens dans la ligue même. Évidemment, c'est à des années-lumière, mais faire un comparatif avec Magic Johnson, tu vois, ne serait-ce que par sa capacité à porter la balle, à dribbler, à passer. Toi, Etienne, on sait que tu es tellement amoureux de Scottie que tu as appelé ta plante au travail Scottie. Comment elle va d'ailleurs, cette plante? Elle va très très bien. Avec Et, un prénom comme ça, elle peut que aller bien. Et du coup, ton avis sur Scottie en year one, est-ce que tu n'as pas peur qu'il ait un rookie wall pour l'année prochaine, tu vois, que vraiment il se bute à des attentes trop hautes et qu'il soit par conséquent un peu décevant? C'est possible, ça dépendra évidemment de lui. Je pense que c'est un bosseur et que ça ne se jouera pas là-dessus. Enfin, en fait, ça a pas l'air d'être un mec qui prend vraiment trop la confiance et qui, enfin, dans le sens négatif du terme, j'entends. Je pense que c'est quelqu'un qui continuera à bosser. Et en fait, évidemment, le rookie wall, enfin, c'est pas vraiment le bon terme parce qu'on passe en deuxième année, mais la saison sophomore qui peut... Ouais, exactement. Ouais, la saison sophomore qui peut poser problème pour certains joueurs. J'ai l'impression que le style de jeu de Scottie ne s'y prête pas forcément parce que ce qui a fait sa force, c'est sa polyvalence. Et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour gérer certains aspects de son jeu. S'il voit qu'il y en a un qui va pas trop, je pense notamment au scoring, parce que je pense qu'on attend tous un petit peu plus de scoring de Scottie. Et le jour où ça arrivera, ça deviendra vraiment très compliqué pour les adversaires. Mais je pense qu'il continuera à prendre ses rebonds. Je pense qu'il continuera à être un bon créateur. Et donc, je suis pas trop inquiet pour Scottie. Je pense même que sa deuxième année va être très, très intéressante. Vraiment. On voit le très beau graphique de By the Numbers, qu'on remercie encore une fois, qui nous ont fourni tous les graphiques pour ces lives. On voit du coup une élimination en playoff 4-2 face aux Sixers. Clairement, quand on regarde la physionomie du match, enfin de la série, pardon, les Sixers méritent de passer et il n'y a aucun souci. Mais est-ce que vous avez des regrets en vous disant les Sixers, ce n'est pas forcément hyper fort, ils ont été prenables à un moment. Est-ce qu'on n'aurait pas pu peut-être accélérer un peu plus pour chercher un peu plus? Je pense que c'est pas une histoire d'accélérer, mais c'est simplement que si tu as Fred VanVleet à 100%, parce qu'il faut savoir que VanVleet a fait la deuxième partie de la saison blessé au genou, et on l'a senti qu'il n'était pas à 100% de ses capacités. Si tu n'as pas un Gary Trent Jr. qui est malade sur les 3 premiers matchs, et si tu n'as pas Scottie Barnes qui se fait la cheville dès la fin du premier match où il était en passe de réaliser un triple-double, forcément, tu te dis qu'il y avait mieux à faire contre les Sixers. Après, est-ce qu'il y avait moyen de passer? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu te dis qu'il y avait moyen de faire mieux que d'être mené 3-0 après 3 matchs, surtout quand tu regardes la physionomie du troisième match où ça se joue sur un Ave Maria de Joel Embiid qui finit dedans alors que les Raptors avaient ce match à portée de main. Donc forcément, tu te dis que tu peux faire mieux, mais après, comme je disais... c'est aller au-delà des attentes. Déjà, la qualification en play-off directement, c'était exceptionnel et on n'a pas été ridicule avec les circonstances que j'ai décrites. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de regret. Je ne sais pas si Etienne sera d'accord avec moi, mais il n'y a pas vraiment de regret de mon côté face aux Sixers. Totalement, Mike. On peut pas être
on peut pas être déçu ni d'avoir de regrets, à part effectivement les blessures et la maladie enfin la maladie, c'est bizarre de le dire comme ça, mais le fait que Gary Trent soit malade. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Les Sixers m'ont vraiment pas impressionné. Je pense également que la série prend une toute autre tournure si le shoot Ave Maria d'Embiid ne tombe pas dedans. Mais on ne saura jamais. C'est déjà une très très belle saison pour les Raptors et je pense que la fin de la série qui du coup a fait un 4-2 mais qui aurait potentiellement pu partir en game 7, ça a fait du bien à nos jeunes en termes d'expérience. On prend, surtout face à des joueurs aussi forts que ça. Donc non, pas de regrets en particulier. Donc juste des bonnes attentes du coup pour l'année prochaine et j'espère que la continuité sera là pour tout le monde. Ben, en parlant de continuité, on va un peu jeter un œil sur l'équipe qui débutera pour l'instant cette saison. Alors toujours Nick Nurse en coach, ça bougera pas de sitôt il me semble. On perd en soi Watanabe, Bonga et Johnson qui n'avaient pas de grand rôle dans la rotation. Watanabe, son seul highlight c'est de s'être fait éclater par Ant, donc ça ira. Je suis pas d'accord avec toi par contre sur Watanabe. C'est un super joueur. Voilà, Watanabe. oui, dans l'intention, il était super. C'était un bon gars de vestiaire. Il était très aimé, il n'y a aucun souci. Mais en soi, sur le terrain, il apportait pas quelque chose d'indispensable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il a fait une bonne saison quand même. Enfin, oui, c'est Mais sûr. oui, C'est une bien sûr. dizaine de minutes. Mais... Il est limité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un Tu perds petit pas joueur. grand-chose. Tu perds pas grand-chose. Donc, du coup, on retrouve une gift charts assez léger sur le backcourt avec juste Benton, Trent sur un poste d'arrière et Finn VanVleet à la main. J'ai l'impression que déjà que je trouve Benton assez léger, même si lui aussi a montré des belles choses. Si tu as un blessé, ça risque d'être extrêmement compliqué pour la suite de la saison. Encore plus si c'est Fred VanVleet. Alors après, avec les Raptors, c'est toujours très compliqué de mettre point guard, small forward, center, power forward, parce que si vous les avez suivis de près, Nick Nurse aime bien jouer avec un seul petit et une équipe de très grande taille. Donc en fait, tu peux mettre Otto Porter facilement dans cette charte-là au poste de small guard, et tu peux mettre facilement Siakam et Scottie Barnes en tant que meneur de jeu remplaçant, parce que c'est ce qu'ils ont fait toute l'année dernière. En fait, ça a tourné comme ça. Et en fait, voilà, c'est ça. Le front court des Raptors, en fait, n'est pas défini sur small forward, power forward, center. C'est vraiment un front court avec les joueurs qui sont interchangeables. Au-delà de peut-être Khem Birch, le reste, tous passent sur le poste de pivot comme sur le poste d'ailier. Donc, je pense pas que ce soit un gros problème niveau profondeur d'effectif. Je trouve qu'on est même plus profond que la saison dernière avec l'ajout d'Otto Porter qui est un joueur d'expérience. Et puis je vois, il y a Paco Loco aussi sur le poste de pivot qui peut venir ajouter un petit peu quelques minutes, même si on n'attend pas énormément de choses de sa part en année 1. On parle d'un effectif, tu disais, assez profond au fond. Je me répète, c'est pas grave. Mais moi, je vois quelques incertitudes dans le sens où vous avez des joueurs qui sont quand même très courtisés. Je pense à OG, je pense à Boucher, je pense à Achua aussi qui peut attirer certaines équipes. Est-ce que vous n'avez pas peur que cet effectif-là bouge pendant la saison, Etienne? Chris vient de re-signer. Donc là, on est assez tranquille. Après, il y avait beaucoup, notamment pour Achua et pour OG, il y avait pas mal de rumeurs cet été pour le transfert avorté / n'importe quoi de notre ami Kevin Durant. Mais je suis pas sûr que ça bouge beaucoup dans un sens comme dans l'autre. À part, en fait, Mazai il n'aime pas trop faire de gros mouvements pendant l'année. En général, quand il fait des gros mouvements, c'est plutôt à l'intersaison, mais en février, il aime pas trop bouger. Le seul gros truc récent, c'est Norman Powell qui a été échangé Marc avec Gasol. Ouais, Marc Gasol, parce qu'il sentait qu'il y avait un coup à faire. Non, mais c'est sûr. C'était il y a longtemps quand même. Exactement, puis dans l'absolu de mémoire, je sais plus exactement la contrepartie, mais je crois que globalement la contrepartie s'arrête à Valenciunas et CJ Miles, quelque chose comme ça. Ouais. Et Delon Wright, il me semble. Donc rien de bien gros d'un point de vue départ, donc je pense que ça bougera pas et qu'il veut voir encore une année avec cette équipe-là et voir où ça nous mène. Ouais, et moi je pense aussi que la bromance entre OG Anunoby et Scottie Barnes,
sécurise d'autant plus la passe d'Oji parce que je pense que Scotty c'est vraiment l'espoir. Il a un potentiel de fou et Oji c'est un joueur que je trouve incroyablement sous-coté qui apporte vraiment beaucoup et c'est souvent quelque chose qu'on oublie de dire, mais je pense qu'Étienne sera là pour Mike sera là pour le soutenir. Genre c'est une équipe qui s'entend bien, ils se connaissent depuis pas mal de temps et il y en a c'est vraiment d'excellents potes, donc c'est plus difficile de casser un groupe qui s'apprécie, surtout quand tu as quand même l'espoir de continuer. Quand tu regardes la saison dernière, les 2 premiers mois, ils sont vraiment durs et c'est là où il y a une vraie ascension et les Raptors peuvent avoir l'espoir de commencer directement à ce niveau-là et de potentiellement aller chercher les hauteurs, ça va être dur, hein, mais les hauteurs de la conférence Est. En tout cas, d'avoir l'avantage du terrain. Bah, moi, c'est exactement ça que je voulais souligner et dont j'allais parler, c'est qu'on espère que les Raptors reprennent où ils ont quitté et qu'ils continuent à progresser. Je pense que tu l'as très très bien résumé. Et au niveau d'O.J. Anunoby, honnêtement, pour voir un transfert d'O.J. Anunoby, je pense qu'il faudrait vraiment une grosse contrepartie parce que son salaire, en fait, il défie toute concurrence. En fait, c'est un rapport qualité-prix qui est juste exceptionnel pour un joueur qui en plus a une marge de progression en attaque. Après, je voulais revenir, j'ai vu dans le chat rapidement qu'il y avait cette histoire du fait qu'il serait mécontent. Je pense que c'est juste des rumeurs qui ont été balancées par d'autres équipes pour essayer de déstabiliser les Raptors. Peut-être par Clutch Sport aussi, pour essayer de tâter le terrain un petit peu. Mais honnêtement, il n'y a aucun mécontentement d'O.J. Anunoby. Il était présent avec ses coéquipiers chez Rico Hines et c'est vraiment pas le genre de joueur à faire des vagues. Donc ça a été très très étonnant de voir ce genre d'informations. Mais là, du coup, je profite du fait d'être sur le roster. Est-ce que la rotation sur les postes extérieurs, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais est-ce que c'est pas un peu short? On en a parlé justement. Il disait que Siakam et Scotty étaient utilisés parfois à la main. Non, mais pas forcément en termes d'usage rate, tu vois, mais... En premier handler, quoi. C'était vraiment l'idée de... rien que Benton, c'est un mec qui est censé être un meneur arrière, il fait 2m6, enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités de switch, il y a beaucoup de bons créateurs, donc c'est vrai que vu comme ça, la charte, elle fait très très fort sur les postes 3, 4, 5, mais quand tu regardes les capacités de playmaking, ça s'équilibre. Moi, Mike... oui. Ouais, vas-y. Mike, j'ai vu un tweet il y a quelques temps où tu parlais de Champagny. Je sais pas si on dit Champagny ou voilà. Moi, il y a Champagny et Birch. Je sais pas trop quoi en attendre d'eux. Je sais que Birch a eu quelques bons moments, mais quelques moments aussi où tu te disais mais qu'est-ce qu'il fout là? Donc, toi, en tant que principal intéressé, est-ce que tu penses obtenir quelque chose de positif d'eux ou alors c'est juste ils sont là parce qu'ils ont un contrat et que voilà, si demain ils partent, c'est pas bien grave? Alors, je vais ajouter quelque chose parce que c'est très intéressant. On a le combat pour les dernières places dans le roster qui va avoir lieu au training camp et Justin Champagny n'a pas de contrat garanti. Donc, pour l'instant, il n'est pas certain de faire partie du roster, tout comme Dalano Banton. En revanche, il y a les two-way qui n'apparaissent pas et on a un joueur qui s'appelle Jeff Doughton Jr. qui a fait très, très forte impression lors de la Summer League et qui a obtenu un two-way et qui pourrait être ajouté là dans cette petite case point guard. Vraiment, il a fait forte impression et je pense qu'il a une carte à jouer dans cette rotation au poste de meneur. Ensuite, pour Champagny, compliqué parce qu'il a été blessé pendant l'été. Malheureusement, il n'a pas pu faire la Summer League. Malheureusement, il n'a pas pu faire le camp d'entraînement de Rico Hines. Donc, il va vraiment être sur la sellette lors du camp d'entraînement. Pour résumer rapidement les choses, en fait, il y a 3 places à prendre entre Banton, Champagny, Hernan Gomez qui a été signé, Juancho qui est le seul dans ces 6-là à avoir un contrat garanti. Derrière, il y a DJ Wilson, Gabe Brown et dernièrement, comment il s'appelle, l'ancien joueur des Pistons d'ailleurs, qui a été signé pour un contrat d'ancien numéro 4 de draft, j'oublie toujours son nom, des Suns, Josh Jackson, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, qui a été signé. Donc ça va jouer entre ceux-là. Ceux qui ont une longueur d'avance, pour moi, c'est Banton et Champagny parce qu'ils font partie du projet. Et ensuite, on a Hernan Gomez qui a un contrat garanti. Donc, a priori, ça devrait être ces 3-là. Et rapidement, pour finir sur Birch,
C'est une grosse interrogation parce que malheureusement, il a été beaucoup blessé la saison dernière. Je pense qu'il n'a pas pu montrer ce dont il est capable, mais moi, je crois encore en lui. Mais on va voir en début de saison ce que ça va donner parce que maintenant, il y a plus de concurrence avec un Achua qui va prétendre à beaucoup plus de minutes de jeu et un Koloko qui, pourquoi pas, pourrait avoir un peu de temps de jeu sur certaines match-ups justement face à des grands pivots. Je pense qu'il pourrait être essayé. Donc Birch, ça va être compliqué pour lui, mais je ne mets pas une croix dessus non plus. Ok. On va du coup passer à la question fatidique, la question de la mort. El pregunta, la pregunta de la muerte. Est-ce qu'il manque d'une superstar pour aller plus loin? Ça, c'est pour Étienne. Ça me fait rire parce que c'est un sujet qu'on a régulièrement avec Mike et les différents fans des Raptors dans la commune française. Moi j'ai une tendance à dire que oui, parce que la NBA montre quand même depuis pas mal d'années que le superstar system en NBA, en playoff pardon, est malheureusement d'actualité. Je pense qu'on est incapable de citer une équipe championne sur les 15-20 dernières années sans une grosse superstar. Peut-être les Pistons 2004, mon cher. J'allais le dire. Chauncey Billups en playoff, c'est une superstar. Hein. Ben, sache que les Pistons 2004 sont la seule équipe sans All-Star, qui ne contient aucun joueur du top 75. Une seule équipe championne, pardon. Seule équipe championne qui contient aucun joueur du top 75. Mais ça aussi, c'est une blague. Il y en a qui. En soi, t'as Ben Wallace qui peut prétendre y être, mais c'est tout en vrai. Hein. Non, c'est vrai, mais Chauncey Billups, c'est quand même un des joueurs les plus clutch de l'histoire. Oui, mais de là à mettre c'est un autre débat. On va rester sur les Raptors et sur une équipe avec moins d'histoire que les Pistons. Du coup, s'il manque une superstar, quelle serait la plus accessible, mais surtout celle qui fit le mieux avec vous? C'est dur ça, mon petit Enzo, parce que moi j'étais évidemment très chaud sur le dossier KD cet été, comme je pense les fans de 29 autres équipes en NBA. Mais en vrai c'est compliqué parce que tu sais pas quel joueur de ton effectif tu seras ok de bouger. Tu sais pas quelle star sera globalement accessible pendant l'année, parce qu'il y en aura évidemment, tous les ans il y en a une ou deux. C'est dur, franchement c'est dur. Là comme ça je te dirais qu'on a besoin d'un mec qui est capable de créer son shoot, une superstar dans ce registre là, donc probablement sur les postes 2-3, même poste 1 si possible, mais après c'est vrai qu'en point guard vraiment fort qui sait créer son shoot et qui sera accessible, je pense, j'en vois pas beaucoup. Donc vaste sujet. Après à Toronto, à moins de trader pour un Kawhi, chose qui arrive peu souvent, on signe pas beaucoup de free agents, donc les superstars va falloir les créer. Donc on va prier pour que Gotti le devienne. Mais là comme ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Scotty devienne une superstar. Avec tout l'amour que j'ai pour lui, je ne le vois pas avoir le cran nécessaire pour mener une équipe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut être un excellent lieutenant au début, à côté de Siakam, et ensuite, pourquoi pas. Moi, je pense que... Non, en un, je le vois pas. Mais il a quand même la capacité. Là, je trouve qu'il a quand même bien prouvé qu'il était capable de faire certaines choses sur le terrain et qu'il était très, très complet. Alors, il sera jamais justement ce joueur pour pouvoir créer. Et de toute façon, dans les talks, il y aura toujours un petit Bradley Beal qui viendra se glisser là, comme ça, tu vois, alors tel un petit serpent en mode les Wizards sont pas très très bons, est-ce que quelqu'un sera intéressé? Mais moi je me dis que peut-être que t'as quand même un effectif qui est bien complet. Après c'est sûr que si tu veux passer un step, soit t'attends que certains se développent, et dans ces cas-là il faut continuer à garder les autres joueurs et essayer de construire un projet qui soit très très long, comme ils ont pu le faire avant de trade pour Kawhi Leonard, soit tu t'essayes de choper un gars maintenant, mais ce serait un peu dommage je trouve de casser une belle équipe, un bel effectif pour potentiellement même pas avoir justement ce step qui te permet de pouvoir être contenders, quoi, de pouvoir vraiment pouvoir avoir un titre, tu vois. Mais moi je pense que c'est... Vas-y. Un peu de retard, vas-y Étienne. Non, moi j'allais dire, je pense que c'est pas le bon moment pour trade pour une superstar, parce que le casting autour de la superstar ne sera pas prêt. Je pense que si tu trades pour une superstar, et c'était la question autour de Kevin Durant, c'était qui les Raptors doivent-ils envoyer?
Et c'est soit tu perds trop et ton équipe elle est plus assez compétitive, soit tu vas lâcher tes meilleurs joueurs et les joueurs qui arrivent derrière, je pense qu'il leur faut encore 2 ou 3 ans pour être des vrais lieutenants pour aller chercher un titre. Si par exemple tu te séparais, disons, de Van Vliet et Siakam, et bah t'es pas dans la bonne timeline pour que ton Scotty, ton OG, ton Gary Trent Jr. soient dans le bon moment pour être des bons lieutenants pour aller chercher une star. Et d'un autre côté, si tu parviens à garder Siakam, Van Vliet, mais que tu lâches tout le reste, bah ça me paraît léger aussi parce que le reste de l'effectif n'a pas les capacités pour aller chercher un titre. Donc moi, perso, ma philosophie, c'est pour l'instant continuer à développer cette équipe, essayer de trouver le bon moment pour récupérer une star à la Kawhi, comme ça a été fait par Masai, et ça, on peut lui faire confiance. Ou alors, même si Enzo n'est pas d'accord, attendre que Scotty devienne cette superstar. Moi, je pense qu'il en a le potentiel. En tout cas, ce qu'il a, les capacités de progression qu'il a montrées, ne serait-ce que sur une saison. Le gars, on disait qu'il n'avait pas de tir. Il termine la saison à 30% à 3 points. Et là, il ne fait que progresser déjà pendant l'été. Donc, moi, je suis vraiment très confiant là-dessus. Après, l'avenir me donnera peut-être tort. Mais pour l'instant, le chemin que je vois les Raptors se diriger, sur lequel je les vois se diriger, c'est celui-là. C'est le développement en interne. Et après, s'il y a une occasion, Masai saura la saisir. Mais sur les 2-3 prochaines années, je pense qu'on va se diriger là-dessus. On va passer un peu aux questions fast-food. Première question. Si vous devrez faire revenir un seul joueur entre Kyle Lowry et DeMar DeRozan, qui reviendrait? Kyle Lowry. DeMar. Pourquoi? Moi, je pense que. Ouais, vas-y. Moi, tout simplement parce que je pense que DeMar ne fit pas du tout avec le nouveau style de jeu de l'équipe. L'objectif des Raptors, c'est d'avoir aucun joueur qui est mauvais en défense et qui peut défendre sur plusieurs postes. Je pense que DeMar, ça serait vraiment compliqué de le faire revenir dans cette équipe-là. Alors que Kyle Lowry a prouvé qu'il était capable de... On sait, hein, il est capable de défendre des joueurs au poste et c'est un très bon défenseur et c'est un excellent leader, donc j'aurais pas de souci à le faire revenir, même si je pense que, en fait, aucun des deux peut-être ne bénéficierait autant que ça à l'équipe, mais s'il fallait choisir, je prendrais Kyle Lowry. Etienne? Littéralement la même chose que j'allais dire. Et j'allais rajouter aussi, bon ça va être un peu tiré sur un membre de ma famille parce que je l'aime de tout mon cœur, mais dans la période un peu compliquée de nos Raptors qui avait tendance à se faire fusiller par LeBron en avril, Kyle Lowry, contrairement à ce que les gens aiment bien dire sur internet, n'a jamais vraiment choqué en play-off. Il a été très douteux pendant longtemps quand même, hein. Je t'invite à regarder les stats, mon Enzo, mais c'est plutôt du côté de DeMar que ça se complique en play-off. Il y a beaucoup de moments très clutch de notre Kyle en play-off, et tant bien dans le playmaking d'ailleurs que dans le shot-making. Donc ouais, non, je partirais clairement sur Kyle Lowry, et en plus je l'aime d'amour, comme je pense tous les fans des Raptors. Zach, pourquoi DeMar? C'était simplement dans l'idée que même si Kyle est un meilleur fit entre les deux, aujourd'hui tu as le choix entre un mec qui a fait potentiellement pour un starter une des pires campagnes de playoff de l'histoire et un gars qui a été All-NBA et qui a apporté des gros trucs. Va regarder Kyle Lowry, il a shooté 14%, il a été atroce. Et je dis que DeMar, dans tous les cas, soit il peut potentiellement t'apporter un peu offensivement ou quoi, parce qu'il a quand même fait une très belle saison, soit au pire c'est pas grave, c'est un gars qui est un peu... Qui peut un peu toucher à tout, alors que Kyle Lowry, je trouve que l'âge lui va de moins en moins bien et que l'année prochaine, ça risque d'être compliqué pour lui d'avoir une vraie place à Miami. Deuxième question. Dans combien de temps Scottie Barnes sera-t-il All-Star? Allez, je vais oser dans 0,5 saisons. Mais t'es fou quoi, mais qui c'est qu'il a invité lui? Ah, Mike, réponse de blé. Allez, je dirais pas cette saison, la saison prochaine.
Donc pour toi, saison prochaine, Scottie Barnes c'est All-Star? Ouais, pas celle-ci, laissons-lui Ouais. le temps, mais la saison prochaine, il y a moyen quand Siakam aura peut-être un peu baissé, lui aura donné le rôle de leader et sera passé son lieutenant, mais cette année, Siakam sera encore le leader de l'attaque des Raptors, donc, mais pourquoi pas la saison d'après. Zach? Moi, je pense dans 3 ans, parce que sur les 2 prochaines années, il y a quand même Siakam et Van Vliet qui auront le petit avantage sur lui. Il y a KD toujours. Ouais, je vois dans le chat, il y a Rod qui dit KD, Tatum, Giannis, Brown. Il a pas tort. Moi, il faut aussi voir la concurrence, hein, parce que tant qu'il y a du KD, encore Tatum, Giannis sont jeunes, donc ils resteront. Mais voilà, t'as d'autres joueurs qui prennent sa place aussi d'un côté, tu vois. Donc, savoir un peu comment ça tourne. Il y a qui d'autre? Il y a des joueurs sur l'aile, nous tout de même. À l'Est. Washington. Non, mais en vrai. Non, mais je te crois, c'est pour ça que je dis dans 3 ans, c'est que je pense qu'il a besoin aussi de plus être le 3e meilleur joueur de l'équipe aussi. Surtout. Voilà, il y a Tibi et France, qui je sais pas qui c'est lui, mais il dit de bonnes choses, il dit Butler, tu vois. Non, mais je pense qu'il il faut un peu plus de temps que ça, ne serait-ce que pour laisser à ceux qui sont installés aujourd'hui le temps de ne plus être installés. Donc je pense que même si en fait sa section All-Star sera indépendante de son niveau aussi, tu vois, donc enfin dépendante, non oui, indépendante. Ouais, bon, vous m'avez compris, c'est bon. Ouais, mais tu rajoutes aussi Siakam et DeRozan qui jouent à ce poste-là, et puis Siakam il sera dans son équipe encore pas mal de temps, je pense, donc C'est ça. ça risque d'être un peu compliqué de les avoir dans les deux prochaines années pour moi. C'est ça. Quel est le plafond de cette équipe? Si on prend la base si on prend OG, Boucher et Siakam qui devraient rester des Raptors pendant encore longtemps, quel serait le plafond de l'équipe pour vous? C'est une bonne question. Dans quel sens? Jusqu'où cette équipe peut aller et après c'est plus atteignable la suite? Ouais, si on prend par exemple le fait que Scottie devienne l'option numéro 1 des Raptors. Mais moi, je crois fortement que cette équipe, dans quelques années, peut devenir un contender. Moi, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Surtout que tu as Masai Ujiri à sa tête, donc il va pas faire de conneries, il va faire les ajouts qu'il faut. On a l'un des meilleurs coachs de la ligue, donc pour moi, j'ai aucun problème à dire que les Raptors, dans 4-5 ans, ce sera un contender, sans problème. T'as pas peur que Masai ait des envies d'ailleurs un peu? Il vient de re-signer l'été dernier. Si je dis pas de bêtises, il est bien à Toronto. Je le vois pas partir personnellement. Toi, Etienne, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, Masai, sur les 4 prochaines années, c'est un Raptors ou on sait que les Knicks sont très intéressés par lui? Est-ce que ça peut le charmer? Ils sont très intéressés par beaucoup de choses dans le basket, sauf par le fait de jouer au basketball. Donc Masai, ce sera un Raptors, je pense, encore beaucoup de temps. Et pour toi, ton plafond avec Scottie en 1? C'est compliqué de savoir, mais je vais rejoindre Mike. Je pense que si l'équipe évolue bien, que Scottie continue son évolution aussi folle qu'en Year One, avec les ajouts de Masai, ça peut être contender d'ici 4 ans, ouais, je pense. Ok. Dernière question. Citez-moi 3 raisons qui font que Cade Cunningham est un meilleur joueur que Scottie Barnes. Ça va être compliqué d'en trouver 3. C'est quoi cette question? Tu vois, j'ai le droit de me faire plaisir aussi, non? Non, Il a rajouté celle-là. L'autre, il suit pas le script, quoi. Non, mais attends. Rendez le rôti. Non, alors... je vois le curseur de Max sur le script en mode oh oui, il a vu ça. On se fait chier à faire un script à un programme, l'autre il commence à... Déjà t'es pas capable de Je vois littéralement son curseur sur le doc, ça me filme. Bon, parce qu'en fait, il y a une question, c'est comment vivez-vous le manque de crédit des Raptors, mais ça, je vous l'ai déjà posé en
en early du coup. Donc, on va passer sur la tier list du coup, puisque ma régie m'interdit l'improvisation. Non, mais bon, après, c'est une question, il est quelle heure? Ça va durer tellement longtemps. Bah, après, en vrai, on a le temps. Hein. On a encore 5 minutes. On a le 4 temps minutes. si vous voulez aller sur le débat du Roy. Il y a même 10 minutes. Non, en vrai, tu sais quoi, je vais poser une autre question. Quel serait le meilleur coéquipier possible à Scottie Barnes? Odi Anunoby. Oh, Je dis ça parce qu'il y a une vidéo de Scotty où genre il y a un mec qui lui pose la question et genre il lui dit si t'avais un joueur all-time à avoir, tu préférais avoir qui? Et lui il dit Odi Anunoby genre 15 fois de suite. Du coup c'est à Odi je crois qu'il demande, enfin bref tout ça pour dire que les deux là ils voulaient jouer ensemble de toute l'histoire. Donc disons que c'est lui son meilleur coéquipier. Ok, est-ce que maintenant on peut parler pour de vrai? Quel serait le meilleur coéquipier à Scottie Barnes, s'il vous plaît? Répondre à ta question, je sais pas si j'ai en tête en particulier, mais je dirais un arrière capable de shooter. Mais tu Voilà. sais quoi, C'est très vaste. moi, concrètement, meilleur coéquipier possible à Scottie, je vais grave Tatum. Mais grave. Ah, c'est un peu, ils se ressemblent pas mal. Hein. Non, je trouve pas. Je trouve que vraiment, tu mets ça en 3, Tatum en 3, Scottie en 4, c'est très bien. C'est deux joueurs capables de faire du playmaking, avec Tatum qui a plus d'aisance en shotmaking, qui est capable d'être numéro 1, Scottie en lieutenant de luxe, on va dire. Donc franchement, moi, Tatum, je trouve que c'est le meilleur coéquipier possible à Scottie. Tu en penses quoi, toi, Mike? Moi, je verrais plus un arrière shooter, comme a dit Étienne, et peut-être créateur aussi, comme ça, ça donne un combo vraiment capable de trouver des joueurs. Harden, par Un exemple? James Harden qui voudrait un peu défendre, ça serait pas mal, parce que moi, j'aime pas trop les joueurs one way, aussi fort soit-il en attaque. Mais non, tu vois, par exemple, Stephen Curry, j'aime bien cette année, il a vraiment step up en défense, je trouve. Ouais. Donc Curry avec Scottie, ça m'irait très bien. Je vais te remercier Diet et King Kong Bis pour les follow. Merci les gars, ça fait plaisir. D'ailleurs, tiens, on en a parlé là vite fait. J'en profite qu'on ait un peu de temps pour faire des petites questions comme ça. On parlait de ce qui manquait peut-être justement pour les Raptors pour aller plus loin, donc d'une superstar. On avait un peu évoqué le fait d'une superstar qui sait créer son shoot. Alors je sais pas, mais moi j'ai jamais entendu parler des Raptors qui se positionnaient sur Donovan Mitchell. Est-ce que ça aurait pu être une option crédible en mode t'es entouré quand même de très bons défenseurs et let's go, tu nous get bucket. Un profil comme ça. Si je peux répondre, j'aurais dit mais absolument pas. Parce que Donovan Mitchell n'est clairement pas dans le mindset des Raptors. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il est dans le mindset des Cavs? Pardon? Est-ce qu'il est dans le mindset de ces Cavs-là? Ouais, quand même, un peu plus déjà. Je vois vraiment le mindset des Cavs aussi. Tu vois, c'est Mais un peu l'équipe plus. qui est jeune, etc. Oui. Alors que les Raptors, ils ont créé un vrai environnement depuis genre 5-6 ans. On sait sur qui on tombe, etc. Du coup, Mike. ouais. Mike, toi qui est le spécialiste ici, est-ce que premièrement, le nom de Mitchell a déjà tourné à Toronto? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu aurais pensé d'une possible arrivée? Non, moi je te suis complètement sur le fit, le mindset, c'est pas du tout Raptor. Après, moi j'ai jamais compris ce qui s'est passé avec Donovan Mitchell parce que le gars a débarqué dans la ligue, on parlait d'un joueur, ses qualités premières c'était sa défense, qui avait un potentiel en attaque et au final le gars on dirait qu'il s'est découvert un potentiel offensif supérieur à ce qu'il pensait avoir et il s'est dit j'ai plus besoin de défendre. Donc j'ai jamais trop compris. Après, je sais pas si ça en a vraiment beaucoup parlé, Étienne, parce que on a eu des débats là-dessus, mais je pense pas que ça a jamais été quelque chose de sérieux. De ouf. Une rumeur, moi. Je pense surtout que... là-dessus. Ouais, vas-y, Étienne. Excuse-moi. Et surtout, je rejoins totalement Mike et totalement Enzo là-dessus. Je pense que c'était pas du tout dans l'idée des Raptors de faire venir un mec comme ça parce qu'il défend pas du tout.
Et d'un point de vue purement perso, moi j'aime pas le joueur, donc je suis très heureux que ça se soit passé comme ça. Mais tu vois, Et- je pense que, comme tu disais, Mike, je sais pas on sait pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il s'est surtout vu trop beau dans un rôle qui n'est pas le sien. Tu vois, c'est jamais un franchise player. Et bah, de lui avoir donné les clés, il s'est peut-être senti, et aussi jeune, avec la hype et tout ça qui est tombé sur lui. Il s'est peut-être vu trop beau, ouais, et de se dire bon bah voilà, c'est bon, moi je suis le patron, j'ai pas besoin de défendre et tout. Et je pense que tu vois, d'arriver dans une équipe, je pense que les Cavs ont fait un bon choix parce que c'est pas son équipe. Il aura moins de hype parce qu'il y a Darius Garland, parce qu'il y a Evan Mobley. Voilà, ça sera un très bon joueur, mais pas l'option numéro 1. Donc moi, c'est pour ça aussi que je suis très, très intrigué par Mitchell aux Cavs. Et je me suis dit, pourquoi pas aux Raptors, là, sous l'égide un peu de Siakam, t'as Scotty Barnes qui a gagné le Roy. Bah, tu vois, en mode option 2, why not, en vrai. Ouais, je suis assez d'accord à ce niveau-là. T'as raison. Peut-être qu'ils auraient réussi à lui mettre un petit coup de pied aux fesses et à le faire défendre un minimum. Après, est-ce que Gary Trent Jr. n'a pas un profil de pouvoir devenir un scoreur comme Donovan Mitchell tout en défendant beaucoup mieux? Moi, c'est les espoirs que j'ai en lui, en tout cas. Je pense qu'il nous a montré sur des périodes où il a tourné à, je sais plus c'est combien de matchs de suite qu'il fait à plus de 30 points. Je pense qu'honnêtement, il a le potentiel pour être ce gros scoreur. Après, est-ce que ça sera à Toronto? Malheureusement, j'en suis pas sûr parce que son contrat, il prend fin à la fin de cette année. Il va falloir le payer. Mais en tout cas, je pense que c'était la question aussi, c'est qui tu échanges contre Donovan Mitchell pour pas trop perdre non plus pour un joueur qui, je sais pas s'il va être ton option 1 en tout cas. C'est ça le truc aussi. Ça aurait été moins cher que Kevin Durant, de toute façon. Ouais, Et forcément. sachant que. C'est beaucoup moins bon. Après, je sais pas votre situation en Ouais. termes de pic, mais. Mais Voilà. c'est ça le problème, c'est que tu rajoutes Donovan Mitchell, et moi je pense que si tu rajoutes Donovan, ce qu'il demandait c'était au moins 2 bons joueurs, donc tu aurais dû lâcher un truc genre Trent plus Anunoby. Je pense que tu perds plus, tu perds aussi des pics, et tu passes pas un step, parce que Gary Trent c'est un joueur ultra sous-côté qui rentre parfaitement dans la mentalité. C'est un mec qui peut jouer, qui peut défendre 1, 2, 3 et voire certains 4. C'est un excellent intercepteur, super shooter, et qui a prouvé qu'il était capable de scorer ses 18 points dans une équipe où tu as 3 mecs qui tournent à 20 points ou environ 20 points. Et quand tu es genre la 4e option et que tu arrives quand même à tourner à plus de 15 points, je trouve que Donovan Mitchell, en fait, ça aurait été un ajout, un caprice un peu en mode bon, allez, on se rajoute un All-Star, mais sans vraiment devoir l'avoir, parce que tu as déjà 2 All-Stars, plus un gars qui peut potentiellement devenir un autre. Donc je pense pas que ça aurait été très intelligent de la rajouter. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Mais en fait, c'est surtout que même, en élargissant un petit peu le débat un peu Raptors sur Donovan Mitchell, j'ai surtout l'impression en fait que Toronto ou Cavs ou ailleurs, en fait j'ai pas la sensation que c'est un joueur qui fait passer un step. Donc je suis complètement ok avec le fait de ne pas avoir dépensé 2 bons joueurs plus des pics pour ce type de joueur là. C'est vraiment Moi, pas je ce suis qui me tout à fait d'accord. ce qui me D'accord avec toi. Je trouve la contrepartie énorme. Enfin, vraiment beaucoup de jeunes bons, beaucoup de pics, plus des swaps et tout, pour avoir un joueur qui te fait passer d'une bonne équipe à une très bonne équipe. Mais t'es pas contender. Et vous auriez beaucoup trop perdu au change si vous aviez recruté pour. Ouais, je suis d'accord. On va passer du coup à la tier list. À la fameuse tier list Tibier. Donc du coup, Il n'y a pas la petite question sur la confiance? Bah si, Ah mais oui, ça c'est putain. Enzo, ça. putain, je trouve une merde. Déjà, quel est l'objectif du coup de cette année? 9,9. Ah, Oui, mais c'est quoi l'objectif de cette année du coup? Ah, l'objectif, c'est de retourner en playoff directement et d'essayer de passer le premier tour. Donc deuxième tour, 9,9 pour toi? Ouais, Etienne? Même objectif, exactement le même. Essayer de finir 5 ou 6e. Et je pense que c'est faisable. Et ouais, passer un tour. Passer un tour, ce serait bien. Essayer de créer un petit upset. Ça, bon, après, ça dépend contre qui tu tombes. Hein, mais parce que le problème des 4 monstres, enfin des 4 grosses équipes à l'Est, c'est que c'est vraiment solide. Mais ouais, passer un tour. Passer un tour et en confiance pour ce take-là, je dirais un 7 sur 10. Ah, c'est plutôt confiant les Raptors, hein? bien sûr, in Masai we trust.
Exactement. Le problème avec cette équipe, c'est que si jamais on leur fait pas confiance, et enfin, je suis malheureusement l'exemple vivant de ça, c'est que je suis de nature pessimiste, surtout avec les équipes que j'aime. Enzo, tu me connais pour Marseille. C'est qu'à chaque fois, ils me font mentir, et je les aime trop pour ça, et c'est aussi pour ça c'est qu'ils ont un cœur gros comme pas permis, et ils arrivent à trouver des choses. On a un bon coach, on a des joueurs qui se révèlent n'importe comment. Enfin, c'est tous les ans intéressant. Precious Achiuwa, sur les 3 derniers mois, c'était Kevin Durant, ça n'avait aucun sens. Donc ouais, je suis confiant parce que je sais que notre coach saura trouver les clés pour faire chier du monde. On peut donc passer à la tier list paisiblement, cette fois-ci, sans accro. Hop là. Ah non, j'ai raté le nom, j'ai pas c'est vrai qui s'est abonné. Non, C'est Falcon 97 214. Falcon 87 214, t'es un gros beau gosse, mais je te bats quand même sur Smash. J'ai pas juste pensé à Smash parce que Falcon. Du coup, l'objectif c'est Playoffable. Je pense qu'on c'est là, même devant les Bulls bien sûr. Devant les Et tu sais Bulls, quoi hein. Devant les Nuggets. Tous les jours. Devant les Nuggets. Ah, Ah si. Ouais, mais les Nuggets, ils ont un double MVP. Hein. Eh ben alors, est-ce qu'ils ont un titre? Je pense pas, non. Bah, mais ça sert à rien. Vas-y. Ils ont des gars titrés à Toronto. Hein. Les Spurs, ils ont 5 titres. Hein. Oui, mais ils ont pas de gars titrés. Ouais, mais les Raptors, ouais, ils ont Siakam. Allez, vas-y. Ils ont Siakam, ils ont Van Vliet, ils ont Mr. Nurse, donc ça va quand même. Hein. Ouais. Anunoby, Boucher. Voilà. Hein. Non, pour moi, on va faire un vote. Vous savez quoi? On va faire un vote. Qui pense que Toronto fera une meilleure saison que les Nuggets? Moi. Ça dépend. Ok, en bilan, ouais. En Parce que bilan. En bilan, ils ont déjà eu 48 wins l'année dernière, ce qui est énorme, 48. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher 1 ou 2 wins en plus? Et dans ces cas-là, s'ils vont chercher 2 wins en plus, en bilan, oui, les Nuggets auront beaucoup plus de concurrence. Et dans ces cas-là, oui, les Raptors passent devant. Après, c'est une équipe de l'Est, une équipe de l'Ouest. Juger sur le bilan, c'est un peu moins pertinent, quoi. Ben moi, je mets même dans la forme qu'il y aura indépendamment du bilan. Je pense que Toronto sera devant. On verra. Mais Toronto, bon, ça après. déçoit jamais. Je veux juste rebondir sur l'histoire quand même des conférences qui sont différentes. Ça, pour moi, c'est plus vrai. Hein. Honnêtement, la conférence Est. Les deux sont très équilibrés. Les deux sont très équilibrés. Après, c'est incroyable. À l'Est. Le top 6 est incroyable, mais par contre, l'Ouest, ça va jusqu'à la 9ème place. Ouais, même plus. Hein. Même plus. Ah, mais l'Ouest, c'est à la 12ème. Hein. L'Ouest jusqu'à la 12ème, ça se non, va. mais Hein. pas dans le sens où les gens qui peuvent aller en playoff, mais genre dans le sens où jusqu'à la 9ème équipe, t'as des mecs qui peuvent espérer avoir plus de 45 wins. En vrai, comme on l'avait dit pour. À l'Est, à partir de la 6ème équipe, tu vas plus galérer. Parce qu'en vrai, comme on avait dit sur la preview des Spurs, à part les Spurs à l'Ouest, il n'y a personne qui va bottom sûrement, tu vois. Les Rockets. Oh, les Rockets quand même. Ah, les Rockets, ils sont dans une. On verra hein, à 6h avec les poteaux de Rockets Talk. Mais Rockets tels qu'ils sont dans le projet, je suis pas sûr qu'ils veulent les bottom. Hein. Même le Jazz, Jazz, Spurs, Rockets, ça va taper fort. Hein. Ouais, je sais pas, mais Rockets, moi je les mets un peu plus avancés que genre Indiana. Les Hornets, on va voir ce que ça va donner. Hein, mais... Doucement. Ça dépend, parce que pour moi la seule pièce intéressante qu'ont les Rockets en soi. Ah non, parce que c'est vrai qu'ils ont eu le pivot là, putain. Non, parce que sinon, genre, tu me dis Jalen Green ou Liberton, tu prends Liberton tous les jours. Hein. Oui. Donc on va voir. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est pas la question. Après, on va. Mais c'est pas la question exacte. Ils sont bien là, les Raptors en playoffable. Là, ça va se taper avec tout le monde et puis voilà. On remercie Mike, Insider chez les Raptors. On le rappelle que le Mike, le meilleur journaliste francophone Made in Raptors qui existe. Merci à vous de l'invitation. Bah écoute. On remercie Etienne Raptors FR.